Bonsoir et bienvenue à ce premier dossier de la saison. Les jeunes, l'avenir toujours aussi aléatoire, toujours aussi peu encourageant pour des milliers d'entre eux de se trouver un emploi intéressant. Vous me direz que ceux qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail ont été prévenus. Bien, c'est une bien mince consolation parce que ce qui attend encore la plupart aujourd'hui, c'est la pige, la débrouille, 36 petits métiers, l'incertitude, quoi. Curieusement, en tout cas pour les baby-boomers que nous sommes, c'est qu'ils s'y font, semble-t-il. Ils s'attendent à ça. Et ce soir, ce sont eux, les jeunes, qui nous parlent, qui nous racontent comment ils vivent leur présent et comment ils voient l'avenir. J'étais tanné un peu là, de tenir des pancartes, manger des coups de matraque à la gueule par des policiers en armure quasiment, puis on se ramassait 10-15 000 dans la rue des fois pour certaines manifs, puis il n'y avait pas une seule loi qui changeait. Parce que nous, après le spectacle à l'extérieur, qui se trouve à l'extérieur, après ça, on va annoncer qu'il y a des spectacles dans les commerces. C'est lui le poker. Pour changer les choses, Pierre Charette, Maxime Benoît et une dizaine de copains ont choisi le chaos. Jusqu'à lundi? Ce café différent, lancé il y a un an, est devenu le lieu par excellence pour rencontrer les jeunes de 18, 20 ou 25 ans. Lui avait son projet, salle de spectacle plus. Moi, j'avais mon projet café-resto, puis on tripait coop. On voulait faire une coop, on croyait au mode de gestion coopératif. On voulait vraiment, c'était l'orientation qu'on avait. Puis là, finalement, on s'est assis, on a joint nos projets ensemble. Là. Ce qui est génial, c'est qu'on est parti avec très peu de financement. On est parti avec 50 000 plans payés. Si tu regardes les bars, ça part pas avec 50 000, là, ça part avec des 200 000, des 300 000. Comment vous avez fait pour partir avec 50 000? De l'huile de bras, beaucoup d'huile de bras, beaucoup de bénévolat. Juste pour dire, bon, ça c'est une deuxième étape, la terrasse, mais on a démonté une grange pour aller chercher du bois pour bâtir la clôture de la terrasse. Ça vous donne une idée. C'est du recyclage mur à mur. Salut. 2 ans à remplir de la paperasse, à peaufiner des plans d'affaires, à courir les permis. 1 million de tracasseries. Pas facile quand on n'a pas 30 ans et qu'on n'a pas le profil et l'allure cravatée des gens d'affaires. À la ville, je suis allé à peu près 5 fois, je sortais de mon vélo, je suis en sueur, en cuissard, je passais jamais à l'administration. J'allais là une fois habillé propre, les cheveux lissés avec une mallette, je me suis ramassé avec le numéro du fonctionnaire à son bureau. Le look, là, à ce temps, j'ai plus besoin. J'arrive avec des états financiers ou quoi que ce soit, j'ai plus besoin de me prostituer le look pour arriver à mes fins. Leur premier objectif, cuisiner ici, dans ces casseroles, une bouffe de qualité, pas chère, pour les démunis et les étudiants du quartier latin. Leur deuxième objectif, créer des emplois, mais dans une structure différente. 9 mois de fête. À date, tout le monde a eu ses salaires tout le temps. On n'a pas de créancier qui nous met un couteau sous la gorge pour qu'on paye. Tout se déroule comme ça a se déroulé en affaires. On va peut-être commencer à trouver d'autres catégories de bande dessinée, en fait, d'arrêter de tout mettre dans le même bloc puis de dire ça c'est de la bande dessinée. Et puis, il y a la culture. On veut faire du Café Chaos une place où les jeunes vont se retrouver et se reconnaître. Peut-être que si Fred ferait de la bande dessinée ici, il serait peut-être underground dans le sens de la diffusion puis dans le sens du contenu aussi. Il y a beaucoup de social, de politique, des lancements de journaux, des choses de même qui sont ici, que ça donne une tribune plus publique que dans le fin fond du centre-sud ou quelque chose dans le genre. Là, la bande dessinée, notamment, c'est un peu ça. Exactement. Une soirée micro-ouvert aussi, chaque mardi, il y a des discussions, il y a un orateur qui vient s'exprimer, puis il y a des débats qui s'engagent là-dessus, des questions ou des critiques. Puis on veut essayer d'amener, par rapport à ces discussions-là, des solutions, c'est-à-dire pas juste critiquer puis chialer contre le système, mais amener des solutions. Le militantisme a bien changé. Durant les années 60, c'était un militantisme un petit peu plus bruyant, où le fait d'être jeune suffisait à se rassembler. Michel Philibert, c'est l'âme du Conseil permanent de la jeunesse, l'organisme officiel qui cherche à redonner la parole aux jeunes du Québec. Les jeunes sont beaucoup appauvris durant la crise du début des années 80. Et c'est là qu'on a constaté l'émergence d'un nouveau militantisme. Un militantisme moins porteux de pancartes, mais plus porteux de projets. Je
Les jeunes ont commencé à s'investir dans les organismes communautaires qui ont géré pour offrir des services à d'autres jeunes. La répression, c'est quelque chose qui est présent puis qui crée aussi de la violence. Donc, la violence, Stéphane Coudet siège au conseil. C'est lui aussi un entrepreneur nouveau genre, un entrepreneur engagé. Son domaine, le design de meubles par ordinateur et la restauration de boiseries anciennes. Je vois beaucoup mon rôle d'entrepreneur comme un rôle important au niveau social, collectif. Je pense que si une entité morale a le droit de faire des revenus, cette entité-là devrait prendre conscience de son rôle et redistribuer cette richesse-là. Je trouve qu'il y a une limite à la richesse. Ça donne absolument rien à un individu de posséder des milliards et des milliards. Et je pense que quand on a un revenu décent, raisonnable, à ce moment-là, on peut se permettre de faire peut-être des folies pour changer des choses. Bien, nous autres, on se spécialise surtout dans du meuble haut de gamme en bois. Okay. Des milliards et des milliards, avouons que Stéphane n'en est pas encore là. Solo Création, son entreprise, existe depuis 2 ans et il commence à peine à se payer un salaire. Il offre formation et emploi à quelques menuisiers ébénistes ici dans son vaste atelier de Montréal ou sur les chantiers dont il restaure les boiseries. Il semble bien loin le temps où il décidait d'abandonner son cégep en psycho, la guitare à l'épaule, pour un voyage à travers les États-Unis. C'est dans cette quête de lui-même, au hasard des rencontres, qu'il découvrira la passion qui l'anime aujourd'hui, l'ébénisterie. Je pense pas que quelqu'un qui ne termine pas ses études ou qui nécessairement décroche de l'ensemble, il décide de prendre un autre chemin, c'est tout. Puis je pense qu'il faut respecter ce choix-là. Si un jour il se rend compte que de ne pas avoir terminé ses études, ça crée des obstacles, peut-être qu'il décidera d'y retourner, mais il faut respecter ce choix-là. Moi, quand j'ai arrêté l'école, j'avais débuté un collégial en psychologie. Bon, j'étais pas du tout, mais pas du tout dans la bonne branche. Et puis, j'avais aucun intérêt, ce qui faisait que j'avais des résultats médiocres. Mais ça a pris ce décrochage-là. Là, j'utilise le mot, mais en référence à ce qu'on se disait. J'ai arrêté l'école, puis finalement, pour réaliser que c'était pas mon domaine et que ça ne me passionnait pas. Et c'est avec le temps après que j'ai découvert autre chose. À son retour des États-Unis, il étudie l'ébénisterie au Québec d'abord, puis en France. C'est ensuite la ronde des petits métiers en attendant de pouvoir lancer son entreprise. C'est la période de l'engagement social aussi, que ce soit comme travailleur de rue auprès de jeunes fugueurs, comme défenseur du patrimoine architectural ou comme bénévole pour les chantiers jeunesse. En fait, Stéphane, c'est l'homme de toutes les causes. Il n'y a rien qui me dérange plus que quelqu'un qui dit « qu'est-ce qu'on peut faire ». C'est pas vrai, on peut faire quelque chose, on peut changer des choses et on doit travailler pour changer les choses. Alors, moi, je pense que quotidiennement, quand il y a un dossier qui m'intéresse, quand je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire ou qui ne fait pas l'affaire des gens qui m'entourent ou qui brime les autres, bien, à ce moment-là, c'est un dossier qui m'intéresse. Puis là, j'embarque sur mon cheval de bataille puis je pars pour défendre ces droits-là ou défendre des acquis, peu importe. Mais ce n'est pas facile pour les jeunes d'aujourd'hui de défendre leurs droits. C'est qu'ils sont de moins en moins nombreux. En 1970, au temps des baby boomers, les 15-29 ans formaient 31% de la population du Québec. En 1996, ils ne sont plus que 25,5% et ils sont difficiles à rejoindre. Car si la moitié d'entre eux sont encore aux études, l'autre moitié, soit plus de 700 000 jeunes, sont dispersés dans des emplois précaires, non syndiqués le plus souvent, à la pige, quand ce n'est pas au chômage. Je pense qu'actuellement, on est une génération quand même très, très sectoriée, beaucoup de micro-sociétés. Puis la difficulté qu'on a, c'est à se regrouper sur des dossiers communs. Et c'est peut-être plus ça que la vulnérabilité, dire du fait que tu n'as pas les moyens financiers de le faire. C'est sûr qu'il y a une part quand tu es pris et que la seule chose que tu dois réfléchir, c'est comment je vais manger la semaine prochaine ou demain ou à matin. Bien là, c'est sûr que tu n'as pas le temps de réfléchir sur d'autres dossiers ou sur des causes communes, collectives. Mais il va falloir qu'on trouve un moyen comme génération, comme jeunes, si on veut défendre des dossiers ensemble, où on peut se rallier, se regrouper et se retrouver pour défendre les mêmes causes.
En attendant cette prise de parole par les jeunes, Stéphane Coudé a choisi de se battre pour la défense du patrimoine, la reconnaissance de son métier d'ébéniste et la survie de son entreprise. Il y a des frustrations qui se développent, c'est sûr. Il y a des journées où on se lève, on a envie de tout foutre en l'air, mais il reste que la volonté de faire ce qu'on aime est là, puis on se bat. Je commence à avoir l'habitude des batailles sur plusieurs années, donc c'est des... On se bat, on se dit qu'un jour on va y arriver, puis on va être capable de se faire une place au travers de tout ça. Et malgré tout, vous faites des enfants dans ce, dans ce climat-là. Mais je pense que ça, c'est une question de confiance, puis une question de comment on voit la vie. Là, nous autres, moi en tout cas, quand j'ai lancé l'entreprise, ça a été difficile les premiers temps, mais j'y croyais tellement que malgré le risque qu'il y avait, le risque n'était plus un obstacle, mais au contraire devenait un défi. Décider d'avoir un enfant, c'est un petit peu ça aussi. On se dit, oui, c'est sûr que ça va être des coûts additionnels, mais il ne faut pas que le coût fasse partie de la décision, en quelque part. On s'arrangera en fonction de ça après, t'sais. Il y a le côté technique là-bas pour se pleurer s'il y a lieu. Parfait. Merci. Quand nous l'avons rencontré, Éric Normando était en chômage. Il en profitait pour travailler comme attaché de presse bénévole pour le candidat du PQ aux dernières élections partielles dans le comté d'Outremont. OK, parfait. Mais ce serait bien d'avoir toujours quelqu'un qui compte avec nous. Madame Bruno vient. Pas Bruno. Contrairement aux décrocheurs entrepreneurs rencontrés jusqu'ici, Éric a poursuivi ses études longtemps. Parfait. Est-ce que ça y est? Ça y est. À 29 ans, il vient à peine de terminer sa maîtrise en sciences politiques. Quand j'ai terminé ma maîtrise, mes parents ont dit « ouf », mais là, ça a été après ça, il va se trouver une job. Puis là, oui, je m'en suis trouvé une relativement assez vite. Ça a été un contrat de 6 mois. Après ça a été un contrat de 3 mois. Puis c'était l'inquiétude de mes parents. Quand est-ce que tu vas avoir une job? Bien, j'en ai eu une job, là. Mais une vraie. Quand est-ce que tu penseras pas que tu vas finir dans 6 mois, jamais. Puis je pense qu'ils commencent à en faire leur deuil. Là. Moi, je m'attends à avoir une espèce de va-et-vient. Oui, je vais me retrouver sur le chômage plusieurs fois dans ma vie. Je m'attends à ça. Pas pour y rester, puis pas pour écouler mes semaines de chômage, me retrouver sur l'aide sociale, mais vraiment me retrouver... si ça arrive, je vais m'arranger pour me ressortir de là, mais il va y avoir une espèce de va-et-vient, de roulement. On va se retrouver sur ces mesures de sécurité-là pendant que d'autres vont faire autre chose. Je m'attends à vivre comme ça. Nous avons officialisé l'existence des intellectuels pour la souveraineté. Je me cherche un emploi. J'ai en tête certains endroits où j'ai envie d'aller travailler. Je m'arrange. Je me donne les moyens pour arriver. Oui, pourriez-vous mentionner votre nom pour le secrétaire d'Assemblée? Je peux pas me permettre de dire je vais travailler pendant 4 ans pour faire quelque chose. Je vais manquer mon coup si je fais ça. Parce que c'est clair, oui, je vais peut-être travailler pendant 4 ans, mais je ne sais pas où, je ne sais pas à quel salaire, je ne peux rien planifier. Ce que je veux tout de suite. Je ne vais pas travailler pendant 10, 15, 20 ans pour avoir une pré-retraite, pour faire ce que j'aime juste à ce moment-là. C'est tout de suite. Ce qu'ils ont, c'est sûr qu'ils le consomment au jour le jour, parce que ça, c'est le comportement qu'on a quand on ne sait pas de quoi demain sera fait. On profite de ce qu'on a aujourd'hui. Et quand il y a Madeleine Gauthier de l'Institut national de recherche scientifique à Québec a mené depuis 10 ans d'importantes études sur les jeunes, leur situation économique, leurs valeurs. Etc. Bien, on voit apparaître en ce moment des comportements de débrouillardise, des types de solidarité, soit avec la famille d'origine, avec les copains, avec le voisinage et tout ça. Et tout ça me fait penser qu'à une autre époque aussi, à l'époque de la crise, c'est comme ça que petit à petit se sont construits de nouveaux comportements de consommation, mais surtout de nouveaux comportements d'entraide et de soutien collectif. J'ai l'impression que je consomme beaucoup moins que... Puis j'ai pas envie, je veux pas me réaliser à travers une consommation matérielle. J'ai pas envie de définir mon statut social par le nombre, par la marque de mon frigo ou par la marque de ma voiture. J'en ai pas de voiture, j'en veux pas, je vois pas l'utilité.
J'en veux pas, point. Un autre exemple de la précarité, François Patnaud. Il est serveur ici au Centre Paul, mais il travaille aussi dans 2 autres cafés. Merci. Pas de lait. Pas de lait? Il y a quelques années, François et sa compagne Caroline Perron exerçaient le métier de physiothérapeute et gagnaient chacun près de 20 000 $ par année pour 35 heures de travail hebdomadaire. L'abondance. Un jour, ils ont décidé de laisser tomber leur statut de travailleur à temps plein pour jouir d'une plus grande liberté. Bousculés par les restrictions dans le secteur de la santé, ils travaillent désormais tous les deux dans la restauration, plus de 40 heures par semaine, et gagnent à peine 12 000 $ chacun. Moi, je ne regrette pas du tout. Malgré tout ce que ça peut entraîner après, malgré le peu d'argent, parce qu'on en a moins, c'est sûr, malgré l'insécurité qu'il y a de travailler dans un restaurant, là, non, moi, je ne regrette pas ça. Pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est de pouvoir faire ce que je veux, de pouvoir embarquer sur n'importe quel projet qui passe. Je vais prendre 5 Saint-Urbain avec poulet extra choix, pas de pico. Bien, il faut planifier, c'est ça. Même si tu n'aimes pas jouer avec l'argent, on est contraint de toujours jongler avec les chiffres pour savoir si ça arrivera ou pas. Il y a des trucs. Je veux dire, il y a plein d'activités à Montréal où ça coûte rien, dans les maisons de la culture, les festivals. Il y a moyen de sortir tous les soirs là, sans jamais vraiment payer. Là, Qu'on se débrouille ou pas, reste que la pauvreté au Canada ne concerne plus d'abord les personnes âgées, mais bien les jeunes. Bien sûr, ce sont les moins scolarisés qui ont en général les revenus les plus bas, mais les autres sont endettés. Plus de 10 000 $ de dette moyenne pour les diplômés de premier cycle universitaire, 13 000 $ à la maîtrise, 16 000 $ après un doctorat, un maximum de plus de 34 000 $ dans les pires cas. Ces jeunes savent qu'ils n'auront pas la tête hors de l'eau avant l'âge de 35 ou 40 ans. Des dettes, oui, j'en ai. J'ai une dette d'études énorme qui est tellement énorme que c'est comme un déficit du gouvernement. C'est trop gros que je ne suis pas capable d'envisager que j'ai ça. J'ai 30 000 $ de dette étudiante. Ça fait des paiements de 350 $ par mois. C'est ça, c'est tellement gros que c'est ça, c'est 30 000 $. Dans le fond, ça occupe la place dans mes finances que le bungalow a occupé dans la place des finances de mon père. Je réussis tant bien que mal à faire des paiements, puis c'est ça, c'est tellement gros que je peux pas m'en faire avec ça. J'en ai pour 10 ans encore à m'angoisser avec ça. Une tonne. Une tonne, j'en ai pour... Je pense même qu'ils ont commencé à collecter automatique dans mon compte, parce que j'ai pas pris dans le temps. Il me semble qu'il me manquait 200 $ dans mon compte le mois passé. Enfin. Faillite personnelle avec les pré-bourses, moi, c'est ça que j'ai fait. Je me suis clairé 15 000 $ de pré-bourse. Sans aucun remords. Il commence à zéro. Ouais, c'est ça. Encore une fois, je dis, nous parlons, nous sommes en sociologie. Jusqu'à tout récemment, peu d'étudiants faisaient faillite pour se soustraire au remboursement de leurs prêts. Entre 1966 et 1990, l'État versait aux banques moins de 4 millions de $ par année pour couvrir les mauvaises créances. L'année dernière, c'était 30 millions. C'est que depuis 1990, les frais de scolarité ont presque triplé. L'endettement a suivi. De plus en plus de jeunes refusent de porter le poids de leurs études, surtout quand ces études n'offrent plus d'emploi garanti. Pendant ses études en service social à Québec, Suzanne Dufour a connu la vie confortable des enfants des baby boomers. Des dettes d'études, bien sûr, mais assez d'argent de poche pour s'offrir 1001 petits plaisirs. Puis elle a cherché en vain un emploi à Québec, avant de partir travailler pour un CLSC en Abitibi. Pour 1 an ou 2, pensait-elle, le temps de prendre de l'expérience. 3 ans plus tard, elle abandonne ce bel emploi stable et fait, elle aussi, le pari de la précarité. Je trouvais que j'étais loin de ma famille. Je m'ennuyais, je voulais revenir dans le coin de Québec. Et aussi parce que j'avais commencé ça faisait 2 ans que je chantais dans un groupe de musique là-bas avec des amis.
Puis on commençait à être assez populaire. Et puis je voulais tenter ma chance dans la musique, là, dans le milieu artistique, là, faire un album avec le groupe de chansons, le groupe de musique. Donc on a décidé de partir pour Montréal, puis essayer de percer à Montréal. Puis là, ben, dans les 5 derniers mois, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et puis c'était pas évident parce que tu joues dans des bars où les gens te connaissent pas, et puis c'est au salaire, très petit salaire, 300 $ pour une soirée. Puis on est 7 quand même dans l'équipe. Quand tu fais des shows toutes les fins de semaine ou les soirs de semaine, il faut que tu sois quand même libre pour faire les tests de son l'après-midi. Donc, d'avoir un emploi où ton patron va te libérer pour faire tes tests de son et faire tes spectacles, tu finis tard le soir, il faut que tu rentres le lendemain. C'était pas évident. Donc, en principe, il aurait fallu... j'en serais peut-être venue à demander du bien-être social là, pour avoir tout mon temps là, pour la musique. Puis, disons que c'est pas ce que je voulais parce que j'ai quand même un bac, j'ai des études. Et puis, sacrifier... comment je pourrais dire ça, mes biens matériels. Là. J'ai une voiture, j'aime la garder, j'étais indépendante à ce niveau-là. Puis je pense qu'il aurait fallu que je vende ma voiture, que je me retrouve dans un petit appartement à manger. En tout cas, comme... Ouais, c'est ça. Suzanne avait quitté le domicile familial avant même la fin de ses études à Québec. À 27 ans, retour à la case départ chez ses parents. Ce n'est pas si rare. Aujourd'hui, les jeunes quittent le foyer familial en moyenne 2 ans plus tard qu'il y a 20 ans. Et ils y reviennent beaucoup plus souvent. Résultat, entre 20 et 30 ans, 24 des jeunes femmes et 39 des jeunes hommes vivent encore chez leurs parents. Mais le retour de Suzanne n'inquiète pas son père. J'ai eu un cheminement très zigzagant jusqu'à 30 ans. Pour ce qui est de chercher pendant quelques années, de commencer dans un emploi, de changer pour un autre, je pense que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de l'exploration que tout être humain doit faire avant de trouver sa niche, avant de trouver ce dans quoi il va se plaire. Je me sens dépendante aussi parce que je suis revenue chez mes parents. Je reste chez mes parents présentement, puis je me sens... j'ai perdu comme mon autonomie, mon indépendance. C'est difficile des fois? Oui, c'est très difficile. Si je regarde tous les adultes de 27 ans, là, disons que je suis dans une minorité, je pense, présentement. Là. Ben, qui est sans emploi puis qui est chez ses parents, là, je pense que la plupart, en tout cas que je connais, ils commencent à être établis dans la vie, là, avoir un emploi, un appartement ou une maison, des enfants. Il me semble que il faudrait pas que je retarde, là, parce que je vais comme être en retard. Depuis le tournage, Suzanne a repris, faute de mieux, un emploi temporaire en Abitibi. Mais l'hiver prochain, elle retourne à l'université en gérontologie. Je me suis inscrite dans un certificat et puis je me dis, bon, si j'ai pas d'emploi d'ici le mois de septembre, au moins j'aurai un statut étudiante. Parce que présentement, je me considère... je suis sans emploi, donc je me sens... on dirait que j'ai pas de statut là, dans la société. Avec son emploi à Val-d'Or, Suzanne Dufour fait partie des 91 % de bacheliers universitaires qui décrochent un emploi dans les 10 mois suivant l'obtention de leur diplôme. Mais attention, 9 % de chômeurs peut-être, mais 17 % des diplômés poursuivent des études, maîtrise, doctorat ou certificat, en partie faute d'avoir trouvé un emploi. 20 % des jeunes diplômés travaillent hors de leur champ d'études et un tiers de ceux qui restent travaillent à contrat ou à temps partiel. En fin de compte, moins de 4 étudiants sur 10 trouveront un emploi à temps plein dans leur spécialité. Aussitôt que ça fonctionne, moi, je vais vous faxer mon CV. Je vous remercie beaucoup, madame. Au revoir. Hey, je cherche quelqu'un, tabarouette. Un poste de nuit, tu sais. Au cœur du Vieux-Montréal, la Fondation Ressources Jeunesse accueille 15 jeunes diplômés qui sont en recherche d'emploi depuis plus de 2 ans. Objectif, les aider à se trouver un boulot dans leur champ d'études, briser au plus tôt le cycle de la déprime. Oui, il y avait quelque chose de nuit.
Ben, j'avoue que peut-être que ça réglerait mon problème d'insomnie, finalement. Ça, c'est des compagnies à qui tu t'es adressé, ça? Oui. Tu cherches dans quel secteur de ta formation? Moi, j'ai en relation industrielle, mais moi, je travaille en relation de travail. Ça fait combien de temps que tu as terminé les études? J'ai gradué en 93. Chantal Lamontagne à l'appareil. Des études brillantes, du bagou et de la personnalité à revendre, Chantal Savard-Lamontagne se croyait bel et bien à l'abri du chômage. Les statistiques parlaient pour elle. J'aimerais vous rencontrer pour tenter un peu le marché. Moi, en relation industrielle, regarde, tu vois, le taux de placement était 86 puis c'était ceux qui étaient pas bons, qui se trouvaient pas de job. Moi, j'avais une bonne moyenne, fait que je me disais, t'as perdu, mais t'as engagé tout de suite. Puis j'aimais ce que je faisais en plus, c'est sûr, je vais avoir un job. Mais pas... Il y avait rien, tu sais. J'ai postulé, j'ai pas parce que j'ai pas fait de démarche, mais à force de te buter à des portes fermées, tu décourages. Puis t'as aussi une image très idéalisée parce que l'université nous idéalise beaucoup le marché du travail. Tu sais, un diplômé sans emploi, socialement, c'est pas reconnu, ça se peut pas, ça n'existe pas. Il y a de quoi qui est louche. C'est pas le diplômé qui est pas correct, c'est la personne qui a un gros problème psychologique ou qui est vraiment arriérée, tu sais. Parce qu'un diplômé sans emploi, c'est impossible. Voyons, t'es professionnel, t'sais. Même quand j'occupais des emplois, parce que quand j'ai gradué, j'ai occupé d'autres emplois, t'sais, parce que j'avais pas le choix. Ça, c'est encore un mythe qu'on a, t'sais. Ah, le taux de chômage des diplômés, c'est juste 10 % mais combien qu'il y en a qui travaillent dans le domaine, vraiment? Quel genre d'emploi? Barmaid. J'ai commencé mon bac, j'étais barmaid. J'ai fini mon bac, j'ai retourné barmaid. J'avais pas le choix, il fallait que je mange. Barmaid pendant ses études, barmaid diplômée ensuite. À ce titre, elle échappait pourtant aux statistiques du chômage. Oui, je me sens frustrée parce que j'ai l'impression que j'ai été bernée là-dedans. J'ai l'impression que... moi, c'est certain que j'ai pas fait un bac pour me trouver de l'ouvrage. Pour moi, dans ma tête, à moi, c'était normal de faire un bac là, dans mon milieu de vie, mes parents, puis tout. J'étais comme, je me suis jamais posé la question, je vais-tu faire un bac? Je fais un bac, c'est sûr. Mais je me suis sentie bernée parce que toutes les aspirations, puis tout, tu sais, ça donne pas grand-chose de plus. Je commence à avoir faim, ça creuse des émotions. J'ai une émotion tombée dans mon plat de nouilles. On mangera plus de nouilles. Hélène Loubert travaille aujourd'hui auprès de personnes handicapées au Centre Lucie Bruno. Au moment du tournage, elle commençait elle aussi à désespérer devant l'absence d'emploi ou les mauvaises conditions imposées aux travailleurs sans expérience. Tu sais, moi, j'ai travaillé, c'est ça, en foyer de groupe, la fin de semaine, le soir, la nuit. J'étais payé 8 $ de l'heure. Puis je faisais la nuit, là, ils me donnaient 20 $. Mais il y a des nuits, là, j'étais debout toute la nuit. Fait qu'imagine les conditions dans lesquelles j'étais. Bon, sous-payée, mais sauf que tu rentres, OK, tu fais un chiffre de 4 à minuit d'intervention. Après ça, tu fais toute ta nuit. Elle te donne rien que 20 $ pour ça. Après ça, tu t'en vas pas chez vous, là. Tu restes jusqu'à 3 h l'après-midi. T'imagines-tu dans quelles conditions physiques et psychologiques que t'es? Mais moi, je veux plus faire ça. J'ai fini de me faire exploiter, tu sais, c'est fini. Je veux me trouver un job dans mon domaine, puis je veux être payée qu'est-ce que mon bac vaut, tu sais. Pendant ce tournage, plusieurs jeunes diplômés nous ont appelés pour nous livrer le même message. Celui de la déprime après des mois, des années de chômage ou d'emploi précaire. Le sentiment d'être exclu de la parade, de n'avoir aucune place, aucun pouvoir. À un moment donné, on se questionne beaucoup sur nos valeurs. On a-tu des valeurs à la bonne place, tu sais? Peut-être aussi que j'aurais pas dû faire de bec pendant tout, puis rester barmaid, puis être barmaid encore, puis je gagnerais 500-600 $ clairs par semaine, tu sais. J'aurais dû faire ça? Je le ferais-tu? Tu sais, on vient tout mêler dans nos valeurs. Je pense qu'on se dit, c'est quoi notre place, ça? Quelle place qu'on va avoir, tu sais? Qui va nous aider, tu sais? Sylvain Marotte n'a pas 30 ans. Un bon emploi, une maison, 2 jeunes enfants. Le bel exemple de quelqu'un qui a su faire son propre chemin dans la vie. D'abord, je viens d'une famille monoparentale où ça n'a pas été tous les jours facile parce que, bon, il n'y avait pas de revenus chez moi.
Et il a fallu travailler très jeune. Moi, j'ai travaillé très jeune. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. À cet âge, le travail a rapidement pris la première place. C'est le portrait typique des jeunes d'aujourd'hui. Entre 16 et 20 ans, 60% d'entre eux travaillent pour payer leurs études ou pour assouvir leurs moindres caprices. Oui, effectivement. On y prend goût assez vite, là, on dépense. Maintenant, ça m'a permis de quitter la maison assez tôt aussi. Pas que le climat était nécessairement intenable, mais c'est que moi, j'avais besoin de sortir. Et ensuite, j'ai vécu mon bout de chemin, comme on dit. J'ai vécu toutes sortes d'expériences qui m'ont été profitables, c'est-à-dire, j'achète ma moto, j'achète toutes sortes de gadgets et je me mets à voyager, donc ça, j'ai fait ça assez jeune. Mais ça m'a aidé beaucoup à me développer une personnalité, et deux, une sorte d'intégrité, une sorte de force de personnalité qui m'a permis de foncer après pour avoir de l'emploi plus facilement, si on veut. Tu veux-tu avantager quelque chose, Julien? Le premier travail que j'ai fait, moi, c'est à 14 ans, là, très jeune. Je faisais de la gravure. C'est une dose, mon grand? Puis ensuite, on a entré des systèmes informatiques. Et puis ça, comme c'était dans le début de l'effervescence de la micro-informatique, si on peut dire. Et là, je travaillais avec du monde beaucoup plus vieux que moi, évidemment. Donc, j'ai passé beaucoup d'heures à développer des intérêts dans ce genre de travail-là. Mais j'ai travaillé déjà à cet âge-là, autour de 35-40 heures semaine. Donc, ça m'a permis de développer une spécialité en dehors de l'étude, si on veut. Vous étudiez et vous travaillez 35-40 heures par semaine? Oui, j'ai toujours fait ça, depuis que je suis tout jeune. Sylvain dirige aujourd'hui l'équipe de création du groupe Big Bang. Nous sommes ici dans l'univers bouillonnant des WizKids de l'ordinateur qui font de Montréal un pôle mondial de l'animation et des effets spéciaux. Moyenne d'âge des infographistes qui travaillent ici, moins de 25 ans. Je dirais que c'est une grande qualité de faire son propre chemin. Parce que les chemins tracés d'avance, ça mène jamais vraiment nulle part. Là. Les gens m'arrivent ici, des fois, avec des formations longues comme le bras, et je suis pas prête à les engager. Aussi, il n'y a personne qui est prête à les engager parce qu'ils n'ont rien à me montrer, ils n'ont pas d'expérience de travail, ils n'ont que de la formation académique. Faire son propre chemin, foncer, innover, ce n'est pas donné à tout le monde. Maman, là, faut emmener ton carrosse aujourd'hui, on va marcher. Prenez Nathalie Côté. Au départ, son histoire pourrait ressembler à celle de Sylvain Marotte. Issue d'une famille monoparentale, elle est élevée, elle aussi, sur le bien-être social. Sauf que chez elle, on ne privilégiait pas l'éducation. Elle quitte donc l'école à 13 ans, a son premier enfant à 16 ans, travaille un peu comme serveuse, comme sa mère, puis met au monde un second enfant à 19 ans. Elle découvre alors que, comme maîtresse, on ne peut gagner assez pour faire vivre 2 enfants. Mais pour elle, c'est désormais difficile de trouver autre chose. Quand tu vas appliquer pour un travail, ils te demandent, as-tu des enfants, quand est-ce que tu peux travailler? Moins que tu es disponible, moins que tu as de chance. Quelqu'un qui est tout seul, c'est plus facile pour lui. Bien, pas plus facile, là, mais je veux dire, il est moins limité. C'est moins limité. Moi, pas juste seulement au niveau de la disponibilité. Je veux dire, si je vais appliquer pour un travail, il faut que ce soit un travail qui est payant. Je peux pas aller travailler au salaire minimum. Tu peux pas travailler au salaire minimum parce que tu es trop bien sur l'aide sociale? Si je travaille au salaire minimum, tu fais quoi? 200 par semaine, mais 800 par mois. Ça me coûte 500 de loyer. J'ai Hydro-Québec, le téléphone, la nourriture. J'arrive pas. Vous allez prendre du jus ou du lait? C'est pas parce que je veux pas travailler, je n'arrive pas. Tu sais, c'est pas mieux si je vais travailler le ventre vide. Il y a les enfants là-dedans aussi, il faut qu'ils mangent, eux autres. Là. C'est à moi là, à soutenir à leurs besoins. C'est pas évident, là. Je veux dire, mais pas d'enfants. Là. C'est pas ça qui m'arrêterait, le salaire minimum. C'est une fierté d'avoir un job. L'année dernière, à l'âge de 23 ans, Nathalie Côté a décidé de retourner faire son secondaire. On peut pas dire vraiment qu'on m'a encouragée. J'ai pas vraiment eu de réaction. On m'a pas dit, vas-y, fonce, c'est bien, tu retournes aux études, t'es capable. Non, pas rien, pas du tout. OK. Le cas de Nathalie est typique de la situation de bien des jeunes. Vite, ça va, tu vas revirer en envers.
si le taux de chômage est de 9 % chez les diplômés universitaires, il atteint 24 % chez ceux qui n'ont pas complété leurs études secondaires. Et si 17 % des jeunes couples sont sous le seuil de la pauvreté, ce taux atteint 39 % chez les jeunes qui vivent seuls et 84 % chez les chefs de famille monoparentales, comme c'est le cas de Nathalie. Vas-tu t'en sortir? Je veux m'en sortir. Ça, c'est définitif, je veux m'en sortir. Je veux. Je vais essayer, je vais faire tout ce qui est possible parce que même après mes études, là, je me vois pas retourner à la maison sur l'aide sociale, je veux pas. As-tu l'impression d'avoir fait des erreurs dans le passé que tu payes cher maintenant? Oui. Oui, j'ai fait des erreurs. J'aurais pas décroché premièrement, là. Je veux dire, ça serait à faire, là. Je ne veux pas dire que j'avais vraiment d'exemples. Les personnes qui étudiaient autour de moi, il n'y en avait pas. Je veux dire, ma mère était serveuse dans un restaurant. Fait que moi, mon rêve, c'était, bon, ben, j'ai pas besoin d'aller à l'école pour me trouver un travail. Serveuse, tout le monde peut faire ça. Y a-t-il un moment où tu t'es rendu compte que là, la vraie vie, c'était autre chose? Vraiment, là, que j'ai pris ça vraiment au sérieux, là, que je m'en ai rendu compte, là, vraiment, là, c'est quand que j'avais mes 2 enfants. Un enfant, là, si j'aurais été vraiment consciente là, de l'avenir, ben je n'aurais pas fait 2, là, je veux dire, j'aurais pas un 2e. Fait que je suis pognée, je suis coincée. Puis là, je me rends compte là, que, bon, la seule manière de m'en sortir, c'est de retourner à l'école. Mais au bout de la ligne, c'est pas sûr encore que je vais m'en sortir. Parce que si je vais aller au cégep, il va falloir que je m'endette, il va falloir que j'aie ces prêts bourses. C'est toujours à l'aveuglette, on n'est jamais sûr de s'en sortir. On insiste énormément sur l'entrepreneuriat, par exemple, sur l'initiative individuelle. Et les jeunes qui n'ont pas les conditions, justement, parce qu'ils n'ont pas la santé, parce qu'ils n'ont pas les capacités intellectuelles, qu'ils n'ont pas la peur du milieu pour être capables, justement, de faire leur place, bien, ils ont ce double sentiment d'échec. D'abord, de ne pas réussir, et en plus de se faire dire par ceux qui pensent qu'ils doivent à eux-mêmes d'avoir réussi, qu'eux, ils sont pas bons. Altruisme, c'est un peu plus facile, ça, là. Disposition bienveillante pour autrui. À Victoriaville, Normand Maurice travaille depuis plus de 15 ans avec des jeunes qui ont décroché. Ceux qui n'arrivaient même pas à suivre le rythme du secondaire, ceux à qui la société n'a plus rien à offrir. On va aller d'un B. Hey, une dure. Blafard. Il leur donne des cours de rattrapage minimal en français et en mathématiques, mais surtout une formation sociale et une formation à l'emploi. Son école est une vaste usine de récupération et de recyclage. La table à faire, c'est quelqu'un qui a le teint pâle, blanc. Le développement va nous obliger aussi à être efficace dans l'utilisation de la ressource humaine. Toutes les personnes qu'on exclut de l'organisation sociale sont aussi toxiques pour la démocratie que les restants de peinture, les solvants et les huiles usiles sont pour l'environnement. Bien, les assistés sociaux aptes au travail sont passés de 30 à 369 000 de 81 à 94. 369 000 personnes dont la majorité veulent travailler, mais on n'a pas d'emploi qui leur convienne à leur offrir. Et les coûts de ça pour la démocratie sont absolument phénoménaux. C'est inacceptable, il faut y penser. Alors, le développement, puis nos élèves, remarquez, je prends nos élèves au 12e siècle qui seraient brûlés comme sorciers parce que trop savants, vous savez. C'est pas eux qui ont changé. C'est que plus la société se développe, plus la connaissance avance, plus il y a des gens qui sont marginalisés parce qu'ils n'ont pas la capacité de suivre. Quand nous avons rencontré Stéphane Courtemanche, il venait de commencer chez André Cycle et Sport, une boutique de vélos haut de gamme de Longueuil. Il aurait pu être un de ces rejetés de la société dont parle Normand Maurice. Mauvaise fréquentation, consommation d'alcool, délinquance, il a fui son Abitibi natale pour essayer de se refaire à neuf à Montréal. Mais hélas, sans formation, sans contact, en pleine crise économique, ça n'a pas été facile. 3 ans d'assistance sociale. Tu te lèves à 4 heures de l'après-midi, tu te couches à 5 heures le matin, puis tu fais la belle vie, quoi, tu sais. Fait que, sauf jusqu'à temps que je me trouve une copine, qu'elle trouvait que je me laissais aller pas mal, tu sais. Puis ça m'a réveillé aussi, tu sais. Je suis qui, moi? Je veux être un citoyen, moi aussi. Fait que je veux en payer des impôts. Fait que c'est ça. C'est bien le premier que j'entends dire « je veux en payer des impôts » depuis longtemps. C'est sûr, mais que ça fasse 15 ans que je travaille, peut-être que je dirais pas la même chose.
Sauf que quand ça fait 3 ans que tu es sur l'aide sociale, tu te sens vraiment rejeté. T'aimes ça, être comme tout le monde, payer des impôts, payer des taxes, sentir que tu es quelqu'un. C'est grâce à une entreprise vouée à la réinsertion des jeunes au travail, SOS Vélo, que Stéphane a pu enfin trouver cet emploi. Il y revient aujourd'hui faire son tour, question de renouer avec ceux qui ont été pendant 6 mois ses compagnons de travail. Ça fait drôle parce que, disons que c'est notre gang qui a bâti, qui a monté les comptoirs, qui a monté toute la structure. T'sais. À partir de là, ça m'a fait quand même de quoi, tu sais. Parce que tu connais toute la gang, tu connais le staff, tout. Ça va, boss? Au revoir, mère! Patron, tu es capable de monter les pédaliers là-bas? Ça m'a sauvé même à la vie. Puis là-dessus, j'exagère pas. C'est parce que au mois de janvier, je me sentais quand même déprimé, puis que je voulais me trouver un emploi, mais j'avais pas d'ouverture à rien. Puis j'avais fait des recherches, puis tout, puis ça ne donnait absolument rien. Puis ils m'ont sauvé la vie dans le sens que SOS Vélo, ils m'ont donné beaucoup de soutien. Parce qu'au début, j'étais pas quand même un cadeau. Puis je me levais, des fois j'arrivais en retard. C'est arrivé deux fois que j'étais arrivé en retard. Mais si c'était arrêté une vraie job, ils m'auraient foutu dehors. Saint-Eugène, on est un petit village, on est 1229 habitants. La seule municipalité qui a continué à rajeunir au niveau démographique. Puis on a une expansion démographique, ce que les autres connaissent pas. Stéphane Cloutier a 23 ans et déjà 9 ans de politique active. Il est depuis 4 ans conseiller municipal dans son village natal de Saint-Eugène, près de Lillette. Il y avait un poste de libre, j'ai pris ma chance, je mettre mon nom sur le bulletin. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, tant pis. Ça a passé. C'est à ce moment-là que vous avez été nommé ici au conseil. C'est une exception, bien sûr. Ils sont rares, les jeunes en politique, et plus encore en politique municipale. Mais surtout, alors que les jeunes quittent encore massivement leur région, c'est là qu'il a choisi de se lancer en affaires avec sa sœur Nathalie. On touche à tout. C'est qu'en région, il n'y a pas de service d'animation comme tel. Fait qu'on, vu que moi et ma sœur Nathalie, on a une bonne expérience en animation, on a dit on va se lancer là-dedans. Nathalie, elle a son MBA, puis elle a son bac en économique. Ça nous permet de développer des services en communication, des services en marketing. La compagnie, vous faites toutes sortes de choses, tu sais, des jeux, des conférences. Il y a de la place en région pour la création d'emplois pour des TPE, des très petites entreprises. Ce qui est intéressant en région, c'est qu'il y a beaucoup d'ouverture aussi au niveau des jeunes qui se partent. C'est comme juste pas une espèce d'esprit de solidarité où le fait que tu sois jeune, tu as le goût de partir quelque chose chez vous. C'est vrai que les gens sont d'emblée prêts à te donner une chance. Bonjour. Par contre, c'est pas les mêmes réalités du marché. Le marché est plus petit, tout dépendant des services, les gens sont pas toujours prêts ou disposés à payer les mêmes prix. Alors, les attentes que les jeunes ont lorsqu'ils reviennent en région ne doivent pas être les mêmes que les attentes qu'ils ont lorsqu'ils travaillent en ville. Allô, Isabelle, c'est Nathalie. Hé, t'as soufflé, hein? Hé, c'est que j'ai pas les notes de Action politique, engagement communautaire, 50 ou 60 heures de travail par semaine. Stéphane et Nathalie ont souvent des horaires de fou. Nous les avons suivis pendant 3 jours. Au programme, l'animation d'une journée de plein air à la polyvalente, l'inauguration d'une terrasse et le lancement officiel de 2 événements estivaux, dont les festivités du 350e anniversaire de Montmagny. Là, ce soir, c'est la grande conférence de presse. Oui, grand lancement. Lancement des fêtes, ça fait plus d'1 an et demi déjà que le comité travaille à l'élaboration des fêtes, ce qui fait que c'est un petit peu le moment que la population attend. Isabelle Normand, 26 ans, n'a pas eu à lancer son entreprise. Dès sa sortie de l'université, elle a déniché un vrai emploi à temps plein comme agente de communication pour la ville de Montmagny. Un coup de chance. Est-ce qu'il y a d'autres choses que le travail dans votre vie? Bien, pour le moment, non. Honnêtement, là, c'est comme ça. Surtout avec les fêtes du 350e, là, ça demande énormément. Puis même quand c'est pas les fêtes, là, en communication, c'est un domaine qui est spécial, là. Puis pour le moment, non, je travaille.
Point. Puis c'est beaucoup les fins de semaine aussi, souvent. Puis comme je disais, c'est des réunions le soir, tôt le matin. Combien d'heures par semaine? De ce temps-là, je sais pas, je les ai pas comptés, mais comme ce matin, un exemple de journée, à 7 h, on était en réunion, puis j'ai pas lâché. Puis à 7 h ce soir, on a le 350, le lancement. Puis ça va finir peut-être à 10 h, le temps de ramasser notre matériel. Là. Puis c'est le même régulièrement. Vous avez des enfants? Non, j'en ai pas, mais je me demande comment je fais, honnêtement. Là. J'en discutais, je pense, un peu avec toi l'autre fois. Là. Je sais pas comment ils font, surtout dans des domaines comme nous autres en communication. Là. Honnêtement, je me vois pas avec un enfant, là. Pas du tout. Je suis tombée enceinte, ça fait 4-5 mois après avoir parti de ma compagnie. C'est une très bonne chose d'ailleurs à dire en reportage. Pour une fille, travailleur autonome, tomber enceinte, c'est vraiment pas évident. Non. Parce qu'aucun congé de maternité, aucun avantage. C'est que les gens sont à contrat beaucoup. Ils nous disent, bon, il faut avoir des bébés, relever le Québec, puis tout ça, bon, il n'y a plus d'enfants. Puis de l'autre côté, quand tu es à contrat, c'est si tu tombes enceinte, puis tu as un bébé, c'est salut, on te remplace, hein? Fait que les jeunes sont hésitants avant de fonder des familles. On est comme déchirés en dedans, les jeunes, aujourd'hui, là, de 25, 26, 27 ans, là, parce qu'on on voudrait bien, mais sauf qu'on n'arrive pas, là. Fait qu'il faut faire des choix. C'est le travail ou... C'est difficile, ça, là. Je trouve ça... Tu choisis pas, t'attends que ça va faire accident. Ouais. Le travail, celui qu'on n'arrive pas à dénicher ou celui qui bouffe toutes les énergies. C'est un peu le leitmotiv de cette génération. Une question de survie, une question de passion aussi. Ville-la-Pocatière et Ville-Saint-Pascal. Prenez Manon Beauchemin et Louis Robert. Pendant leurs études, leur passion, c'était la défense de l'environnement. Pour pouvoir prolonger cet engagement, ils ont choisi eux aussi de s'établir en région. C'est beau le bénévolat, c'est beau de s'impliquer socialement, mais il faut gagner sa croûte aussi. Donc, j'avais envie de créer mon emploi dans le domaine. Donc, c'est pour ça. Ici, dans la région, on est arrivé à un moment donné où il n'y avait rien qui se faisait au niveau de la récupération. Ça faisait 4-5 récupérateurs qui tombaient. Beau compost mûr. Ça, c'est le compost. Donc, on a monté ensemble un projet. Avec des fruits et légumes que j'ai compostés à chaque matin. Moi, je suis née à Montréal. Et j'ai toujours bougé parce que je viens d'une famille qu'on appelle éclatée, c'est-à-dire divorcée et très nomade, qui déménageait à toutes les années. J'avais jamais vécu ça, le milieu où on pouvait se sentir chez soi. J'ai tellement déménagé souvent. Puis quand j'ai fait mes études ici, il y a vraiment un milieu pour moi qui s'est créé, des liens avec les gens qui étaient d'ici ou qui étaient résidents depuis très longtemps. Et puis là, j'ai vraiment senti un chez-moi. Un enracinement. Oui, un enracinement qui me permet de pousser plus loin mon engagement. Puis effectivement, je trouve que c'est plus accessible que dans les grandes villes. Combien de fois l'aluminium, les canettes d'aluminium... Leur entreprise donne dans la gestion des déchets, la récupération et l'animation environnementale. Aider la baignade au fleuve. L'arrosage des pelouses. Excessif, excellent! Une bonne belle applaudissement! Bien, on fait partie des WA, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est les Workaholics Anonymes. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'implications communautaires qui est encore là. Donc, la semaine de travail, normalement, est normale et régulière, mais souvent, ça dépasse ce temps-là, ce qui est correct parce que je pense que on veut beaucoup, on veut que les choses se passent. C'est pas juste pour le travail qu'on le fait, c'est aussi pour ce qu'il y a derrière. Je m'en vais en auto. Je vais vous la poser autrement, la question. Tu parles bien de char dans tes questions? C'est de l'énergie. OK, c'est la première catégorie. Je te ferai remarquer que tu as participé à la rédaction de ces questions-là. Hein? Ah oui? Bon. Moi, mon idéal, quand j'avais 17 ans, c'était que tout le monde travaille 20 heures, tu sais. En tout cas. Et puis je disais, mon père, je le voyais aller, jamais je travaillerai aussi fort que lui. Je fais exactement la même affaire. Dans mon travail, je travaille une quarantaine d'heures sans les compter. Puis en plus, je m'implique bénévolement dans un organisme qui est Environnement Jeunesse. Donc c'est certain, ça amène beaucoup de travail. Moi, je peux parler de mon expérience à moi. Ça colle tout à fait parce que ça fait au moins 10 ans que je me dis moi, je ne serai jamais comme ma mère. Puis ma mère est au courant, on s'en parle beaucoup. Puis je m'aperçois, maudit, ça, c'est en plein ce qu'elle est ou ce qu'elle avait comme difficulté. Ça
ça a été de même tout le temps. Hein. Moi, mes parents, mes arrière-grands-parents, il y a toujours eu des passes très difficiles. Puis, je suis content que ce soit pas facile. Sinon, ça serait plat. Hein? Il n'y aurait pas de défi à relever. C'est assez difficile de voir mon avenir dans 10 ans. Une chose certaine, j'ai pas envie de rester sur l'aide sociale. Il y a des rêves qui se réalisent aujourd'hui. Il s'agit d'avoir des rêves pas trop élevés, assez réalistes, puis on est content lorsqu'on les réalise. Une société qui produit 35 % de décrocheurs, moi, ça m'inquiète beaucoup. Parce que, bon, les jeunes forment l'avenir. C'est nous demain qui allons gérer la société. C'est nous demain qui allons payer les pensions. C'est nous demain qui allons payer ce qui restera de déficit à payer. Vivre avec les exclus aussi. Vivre avec les exclus qu'on est en train de produire aujourd'hui, oui, ça m'inquiète. Moi, je me dis, être jeune, aujourd'hui, avoir 16-17 ans, là, je pense que je déprimerais. Carrément, je déprimerais. J'ai l'impression qu'il n'y a tellement pas de message positif qui leur est passé à ces jeunes-là. Moi j'ai hâte qu'on leur dise, là, oui, c'est difficile, mais oui, t'es capable. Dans 10 ans, j'avoue, sincèrement, j'y pense même pas. J'ai plus des projets à très court terme, là, comme genre, je vais-tu finir ma bibliothèque chez nous? T'sais. Ça, c'est le genre de grosses questions que je me pose. Mais advenant, je sais pas, un cataclysme quelconque, là, ou que l'entreprise ici faisait faillite, on sait jamais, on sait jamais, même si ça va très bien. Là. Ben moi, je suis pas à court d'idées. Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Est-ce que vous avez l'intention d'avoir des enfants? Dans le contexte actuel, c'est pas un coup à faire à quelqu'un que de le mettre au monde. Moi, j'aimerais en avoir, mais si jamais on décide d'en avoir, ce serait vraiment, on fait affaire avec l'adoption. Parce que j'aime beaucoup les enfants, et je me dis, d'en mettre au monde un de plus qui en ce moment... je trouve tellement qu'il y en a qui crèvent de faim, je sais pas, je trouve que c'est un monde dur. Je peux dire que je suis optimiste face à mon avenir. Je veux dire, j'ai les moyens de m'en sortir. J'ai toujours travaillé, je vais m'en sortir. Sauf que si je regarde autour de moi, peut-être pas nécessairement dans l'immédiat à Montréal, mais sur l'ensemble de la planète, là, on est pessimiste à ce moment-là. Dans 10 ans, le combat va être encore loin d'être gagné. Donc, nous, notre génération, il va falloir toujours se battre. Voilà, c'est tout pour ce soir. Prochain dossier, dimanche le 27 octobre, c'est un rendez-vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir, 21h, lundi, pour le premier enjeu de la saison. À demain.